Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de Food. Une fois de plus, nous sommes dans un lieu merveilleux puisque nous sommes dans l'espace dégustation du nouveau magasin Boulanger, la nouvelle cuisine, au 135 rue de Rennes, au pied du quartier Montparnasse. Et une fois de plus, nous sommes avec des gens talentueux qui partagent des bons produits et des bonnes adresses. Mais pour la première fois, nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir une ministre, Olivia Grégoire. Salut Olivia. Bonjour Xavier. Alors parce que tu es la ministre des PME, du commerce, du tourisme et de l'artisanat, on a rassemblé autour de toi des artisans et des entrepreneurs d'exception. À commencer par un champion du monde 2011, champion du monde de pâtisserie, Julien Alvarez, de la pâtisserie La Durée, la grande maison de macarons. Salut Merci, Julien. ravi d'être avec vous. Nous sommes avec Frédéric Bius, l'entrepreneur qui a créé près de 10 000 emplois en faisant renaître des grandes marques de mode que les femmes connaissent, Sandro, Mage, Claudie Pierlot, etc. Mais qui a créé aussi les Domaines de Fontenille, une des plus belles collections indépendantes d'hôtels et de restaurants à travers la France et à travers l'Europe. Nous sommes avec Aurélie Martel, la directrice générale de Marmiton, le site de recettes préféré des Français. Nous sommes avec Édouard Morange, le patron d'Épicerie, l'application mobile qui livre ta rue commerçante à domicile. Et puis nous sommes avec Thomas Lang, le patron de Chef Club, qui produit des vidéos de divertissement en cuisine. Avec 100 millions de followers et 2,5 milliards de vidéos vues chaque mois, on peut dire que tu es un petit peu le Disney français de la recette. C'est très sympa, ça nous fait beaucoup plaisir. Voilà. En tant que ministre des Restaurateurs, j'ai une première question. Est-ce que tu cuisines? Oui, tu as un plat je signature? cuisine et en plus j'ai un... Comme on est autour d'une table, on va en faire un groupe de parole, j'ai un problème, c'est que j'ai épousé un homme fantastique qui cuisine mieux que moi. Et comme j'ai un vrai agenda de ministre, j'essaye désespérément de me rattraper le week-end, mais je sens que je suis en train de perdre la main. Ouais. Et parfois, c'est entre perdre la main et se vautrer dans une forme de fainéantise qui consiste à mettre les pieds sous la table avec un mec merveilleux qui cuisine remarquablement. Donc il me reste quelques plats signatures que j'essaye désespérément de faire le week-end. J'ai vu que tu faisais des petits farcis. Petits farcis, ça vient de mon éducation niçoise. Après, j'aime les plats en sauce, j'aime les plats d'hiver. Donc tout ce qui est... classique, que vous faites certainement bien mieux que moi. Ça va de la blanquette au pot-au-feu en passant par des bourguignons. Et puis, une vraie tendresse pour les saltimbocca et le velouté de cresson. Et puis la cuisine du quotidien et bien manger tous les jours. Grâce en partie à Épicerie, c'est pas pour être sympathique, c'est vrai. Pouvoir commander chez son boucher, chez son primeur, ces produits du quotidien et les voir arriver à 20h ou 19h30 à la maison, c'est quand même très aidant quand on bosse beaucoup et on peut continuer à bien manger. Donc je suis une ministre qui fait ses courses et je suis une ministre qui essaye de continuer à cuisiner et qui est très gourmande. Et qui se fait donc livrer à la maison avec Épicerie. Ouais. Donc Épicerie, c'est quoi? C'est une application mobile? C'est une application mobile, un site internet. C'est en fait une place de marché digitale où on retrouve son boucher, son poissonnier, son primeur, son fromager et même son pâtissier, puisqu'on a également travaillé avec La Durée. Pour ces courses du quotidien, on achète aussi bien des blancs de poulet, des tranches de jambon pour les enfants, que pour l'exceptionnel. Là, on est sur une période où les fêtes arrivent et donc on a toutes les bûches, les pâtés en croûte et toutes ces belles choses de nos artisans de proximité qui sont accessibles à la fois au bout de la rue et même plus loin, puisque maintenant on livre partout en France. Alors contrairement à Amazon qui concurrence les petites librairies, toi tu additionnes du chiffre d'affaires pour les commerçants et les restaurants. Ouais, mon métier, c'est de les aider à rentrer dans le digital. C'est des gens qui sont des experts de leurs produits, de leur savoir-faire. C'est en plus des gens qui ont une façon d'animer la rue commerçante qui est importante au quotidien. Et par contre, ce n'est pas du tout des pros du digital. Et face à des grandes enseignes, des grandes plateformes qui investissent des millions ou même des centaines de millions dans le digital pour se faire connaître, pour créer des expériences à la hauteur des attentes des consommateurs, le petit boucher ou le boulanger de quartier, il n'a pas les moyens de créer ça tout seul. Et donc en fait, on en a 1400
qui sont regroupés autour de cette place du marché épicerie et qui, ensemble, montent un service qui leur permet de concurrencer ces grands acteurs. Tu dis vive le commerce vivant, c'est ton slogan. Ouais. C'est que par opposition à quoi? Parce que c'est toujours mieux que le commerce mort, mais... Le commerce mort, ouais, c'est toujours l'inquiétude, notamment dans les villes moyennes, hein, on le voit bien. C'est tous ces produits standardisés, plein de conservateurs qui bougent jamais, etc. Là, je vous ai amené du pain de chez Pané Vivo, justement, une boulangerie du 7e arrondissement qui est fait avec des farines anciennes et un levain qui a été sourcé par son créateur. C'est des produits qui vivent, qui vont durer, qui vont se transformer. Et voilà, le commerce vivant, c'est à la fois les produits et puis c'est les artisans qui, au sein de la rue, amènent cette convivialité, cette richesse qui fait que chacun aime vivre dans son quartier. C'est un exemple très inspirant, je me permets, parce que moi je remarque depuis que je suis ministre, et je l'avais remarqué avant, qu'on a beaucoup tendance dans notre pays à opposer beaucoup. En général, et en particulier sur le commerce, entre le commerce physique, le commerce digital. L'initiative, et surtout l'entreprise qu'a montée Édouard il y a quelques années, elle est inspirante pour la ministre que je suis, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de réticence ou de dédain des artisans commerçants pour ces plateformes, si tant est qu'elles préservent ce qu'ils sont, la qualité de leurs produits, et que la plateforme aussi soit respectueuse des tarifs et des tarifications, je vais y revenir, qui soient responsables et raisonnables. Je vous donne un exemple, sur épicerie, que vous commandiez juste 2 blancs de poulet et 5 tranches de jambon, ou 4 pintades, 2 poulets et 4 steaks, le prix de la livraison, il ne varie pas, il est tout à fait abordable. C'est important aussi, pour en avoir parlé avec des commerçants dans Paris, parce que je suis député de Paris avant tout, dans le 15e, dans le 7e, ils vous disent, pour ceux qui sont sur épicerie, que c'est aussi intéressant parce qu'ils ne se font pas ruiner pour être intégrés à la plateforme. Parfois, il y a des plateformes qui te proposent ce service, mais c'est 20 ou 30% de marge de moins, ce qui est un vrai sujet pour nos artisans commerçants. Ce n'est pas le cas dans le modèle économique. Et quand on veut, souvent on dit qu'il faut accompagner les petits commerçants, Oui, mais c'est très compliqué. On a essayé pendant le Covid, par exemple, avec un chèque digital de 500 €. Mais avec 500 €, il fait quoi le petit artisan boulanger ou pâtissier? Tu fais pas un bon site web pour 500 €, tu n'as pas ton système de vente en ligne. Et puis après, il faut te faire référencer. Et tout ça coûte beaucoup plus cher. Alors qu'en allant sur des plateformes de ce type, on garde la véracité de ses produits, son identité, et on élargit quand même sa zone de chalandise de façon importante. Donc je trouve que c'est une initiative qui est au cœur justement des mauvais antagonismes digital et physique. Il y a des solutions. Alors puisqu'on est avec des champions, on t'a amené un champion du monde, Julien, champion du monde 2011 de pâtisserie. C'était quoi l'épreuve pour devenir champion du monde? Alors l'épreuve, donc ça se passe, c'est lors du CIRA à Lyon. Ouais. Donc c'est en parallèle du Bocuse d'Or. Le grand rassemblement autour de gastronomique. Donc il y a la cuisine bien évidemment, boulangerie, pâtisserie et autres. Donc c'est tous les 2 ans logiquement à Lyon. Donc c'est vrai que le Covid a mis un peu le bazar là-dedans, mais globalement c'est en parallèle du Bocuse d'Or, donc qui est considéré comme la Coupe du Monde de la cuisine. Donc on est exactement dans le même espace, et la Coupe du Monde de la pâtisserie. Donc il y a des sélections bien en amont continentales. Donc à la suite de ça, la finale est sur 2 jours. Il y a à peu près 22 pays, ça dépend des éditions. Et c'est une journée de travail. Et t'as gagné avec quelle création? Alors, le sujet, en fait, on est 3. C'est pour ça que je dis souvent nous sommes. C'est pas je suis, mais nous sommes champions du monde. Nous avons été champions du monde. Donc, il y a entremets chocolat, dessert assiette. Il y avait un entremets glacé. Et ensuite, on avait une sculpture en sucre, une sculpture glace et une sculpture chocolat. Et nous, on a travaillé autour de Jules Verne, Tour du monde en 80 jours. Donc voilà, la thématique en soi, on l'a choisie. Après, le cadre du sujet, il est pour tout le monde pareil. Alors, puisqu'on est à l'approche des fêtes, tout à fait. Tu nous as amené quelques spécialités de la Maison La Durée. Exactement. Donc, parmi tous les macarons, pour commencer, on a la boîte, le coffret de Noël, donc avec 2 parfums qui sont exclusifs pour Noël. Donc, on a un macaron sapin, donc qui est assez particulier, mais que j'apprécie beaucoup. Un macaron qui va être un peu plus régressif, un peu plus gourmand, autour de la brioche de Noël. Sapin, ça veut dire que tu mets vraiment du sapin dedans? Alors on travaille une huile essentielle biologique qui vient d'Ariège, donc une petite propriété. Quand j'ai
goûté ce produit-là, j'ai découvert, j'ai tout de suite su que je voulais le travailler. Alors bien évidemment, ça me parlait pour Noël. Et puis assez rapidement, quand on a... Vu qu'il prend pas de risque. Moi, je prends le sapin. On a assez, voilà, c'est un côté assez, on a le côté assez végétal, vert du sapin. On n'est pas dans le côté, justement, pour l'année prochaine, j'aimerais bien travailler un macaron un peu dans l'esprit un peu feu de cheminée, parce que au Bristol précédemment, j'avais fait un dessert autour de la châtaigne et on avait une infusion avec du bois brûlé, un peu fumé. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, donc ça serait peut-être pour l'année prochaine. Mais sur cette année, on est sur le côté un peu résineux, vert, frais. Donc globalement, moi, c'est un macaron que j'aime beaucoup. Après, des brioches, je peux en manger 10. Le sapin, en général, j'en mange un. Et puis, voilà, c'est pas aussi régressif, aussi gourmand que le brioche, mais je l'apprécie beaucoup. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Maison La Durée est la fondatrice du macaron. Oui, et donc, justement, on se fête les 160 ans de la maison. Ouais. Donc, on a créé à cette occasion. Alors, j'ai un loupé parce que je voulais même pas Comment on amener. fait ça dignement, ouais. Comment on fait ça dignement? On a fait bon nombre d'événements tout au long de l'année et notamment pâtissièrement, on s'est amusé à alors d'une part créer un macaron anniversaire 160 ans et à la suite de ça, en fait, je me suis amusé à regarder dans les archives de la maison et à sélectionner 11 pâtisseries qui ont marqué l'histoire de la maison et notamment le petit gâteau chocolat que vous avez ici qui est l'Élysée. Alors l'Élysée, c'est un gâteau chocolat On l'a pas fait exprès. Hein. L'Élysée qui date de... il a au moins 20 ans, ce gâteau. Et donc, du coup, à chaque fois, j'ai refait les recettes à l'identique et sans perdre, bien évidemment, l'âme du gâteau. En fait, on l'a retravaillé. Alors, des fois, c'était sur le visuel, des fois, c'était sur le gustatif, des fois, c'était sur les deux. Voilà. Et sur l'Élysée, donc gâteau très chocolat avec des notes de fruits secs, un peu pralinés. Là, concrètement, comme bien souvent sur les pâtisseries qui ont un peu d'âge, on essaie d'être un petit peu plus dans le produit, de l'alléger un petit peu et de désucrer un petit peu, même si bien évidemment c'est ce qui porte le goût. On a sourcé des chocolats d'exception, on travaille notamment avec différentes maisons, Chocolaterie de l'Opéra, Valrhona, et là on a travaillé sur un grand cru de Nicolas Berger, donc, qui est installé à Choisy-le-Roi, donc qui transforme la fève et qui a des origines absolument... Hormis le fait que c'est un homme passionnant, il source des fèves exceptionnelles et notamment on a travaillé une origine Sao Tomé. Aurélie, il y a les recettes de macarons sur Marmiton? Bien sûr, oui. Aurélie, on lui dit merci. Déjà, toutes les femmes et les hommes d'ailleurs lui disent merci. C'est ma seule J'ai eu un source merci. d'inspiration pour cuisiner. Merci. Donc, Voilà. Il y a 76 000 recettes sur Marmiton. Bah Donc, déjà, quand on tape il y a quelque chose macaron. sur Internet, on tombe direct sur Il y a les une liens référence. Marmiton. Ouais, bah, c'est un site qui a 20 ans aujourd'hui, donc Ouais. il a eu le temps de travailler. Bon Il a été créé en 99, donc il a eu le temps de travailler son référencement depuis des années et d'être construit grâce à sa communauté qui postait des recettes en les commentant. Alors aujourd'hui un peu moins parce que sinon on se retrouverait avec le 150e fondant rapide au chocolat. Donc on J'ai vu filtre qu'il y avait un un peu. tiers des Français qui consultaient Marmiton chaque mois. Ouais, aujourd'hui ça représente entre 17 et 20 millions de personnes par mois, 24 pendant le confinement. Donc voilà. Mais alors Ça quand fait 1 sur on 3 en âge réussit autant adulte. sur le digital, pourquoi on prend la peine aussi de faire des magazines papier? Bah, le magazine papier, c'est un bon exemple. C'est un accident, c'est pas vrai, mais pour les 10 ans de Marmiton, Marmiton s'est essayé au magazine papier et ça a été un succès. Et donc ça fait 10 ans que le magazine existe. Donc il a quelques années ce magazine. Fais voir que je prenne Cadeau. un bulletin d'abonnement. C'est Noël. Mais c'est quoi? C'est il y a pour le mag, des... art série. Bah, c'est des recettes, c'est pas les mêmes recettes Ouais, que mais sur le est-ce que site. j'ai aucun problème, par exemple, pour les quarantenaires, cinquantenaires qui voudraient un peu se dédigitaliser aussi, que vous avez... Parce qu'on a tous collectionné les fiches Ouais, ouais. recettes. Bah, il y a même des petites fiches recettes à la fin. Bah, le papier reste un vecteur, en effet, un peu moins jeune. C'est certainement pas les mêmes gens qui vont regarder des vidéos sur Snap de Chef Club. Ça, je pense pas qu'on est des gens très communs, mais ça reste, Si. plus Tu fais Chef féminin. Club et Marmiton? Bah en fait, je me rends compte qu'effectivement, bon, les réseaux, j'aime ça et puis j'ai un besoin effectivement de suivre. En fait, moi, j'ai toujours été très curieux, quel que soit mon statut. En fait, c'est vrai que souvent, je réfléchis sur mes journées de repos ou autre, je suis toujours en train de... Je pense que même si demain je n'étais plus pâtissier, en fait, je continuerais à prendre plaisir à aller vraiment tout ce qui tourne autour de la table me passionne de manière générale. Donc, effectivement, ça peut être des courtes vidéos comme je suis passé à la librairie gourmande ce week-end et Déborah me dit je prends 4-5 livres et... Déborah Dupont-Daguet, la fondatrice de la librairie gourmande. Exactement, et Déborah, et je lui dis c'est un scandale parce qu'il y a des livres, en fait, il y a des livres
que j'ai achetés, je les ai même pas, j'ai même pas pris le temps de les, alors ouvrir c'est une chose, mais vraiment de les bouquiner parce qu'en fait j'ai ce rapport avec. En fait, moi, je pense que le métier, je l'ai, parce qu'à l'époque, les réseaux, et puis j'ai toujours été un peu plus à jouer au foot dans les champs que de me passionner pour tout ce qui était informatique, donc je n'étais pas connecté. Et globalement, c'est les premiers livres de cuisine de mon père qui m'ont mis un petit peu la puce à l'oreille, donc je pense que j'ai un rapport. Il y a des bouquins qui, globalement, le contenu n'est pas top, mais il y a quelque chose d'affectif et je le garde en fait. Toi, comment tu as fait pour trouver un petit peu comme la recette du Coca-Cola, la recette, l'algorithme qui permet de driver autant de vues, 2,5 milliards, on le rappelait tout à l'heure, de vidéos vues chaque mois. Comment tu as fait? J'ai vu que tout est parti d'un croque-monsieur. Oui. Mais il y a quoi dans ton croque-monsieur? Tout est parti, en vrai, on en parlait juste avant, de Marmiton. On est français, donc on s'est intéressé à la France d'abord. Et il y avait Marmiton qui était indélogeable, parce qu'on fait n'importe quelle recherche sur la cuisine sur Google. C'est Marmiton qui ressort encore aujourd'hui. Donc bravo. Et donc on s'est dit comment on fait pour exister dans la cuisine de manière différente. Et donc avant cette expertise des algorithmes, il y a un positionnement de marque entre cuisine et divertissement. Et donc on est très loin de Marmiton en termes de positionnement et je pense qu'on cohabite et on commune de manière assez vertueuse in fine pour couvrir tous les pans de la cuisine. Mais pour faire face aux gros mastodontes américains, il vaut mieux rester un peu groupir, non? En fait, les gros mastodontes américains, en toute modestie, sont maintenant derrière Chef Club sur notre Vous êtes leaders mondiaux, ça paraît fou de dire ça, mais vous êtes leaders mondiaux sur toutes les grandes plateformes, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook. C'est ça, parce que ce qu'on a craqué, c'est le positionnement et cette expertise des plateformes. Alors non seulement vous faites des vidéos, vous produisez pour les grandes plateformes, mais vous vendez aussi des ustensiles de cuisine. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le couteau qui coupe tout sauf les doigts. Ouais. C'est pour les enfants qui peuvent cuisiner vraiment tout seuls. Oui, c'est un best-seller d'ailleurs. Donne-moi tout ça. Et les grands peuvent s'en servir aussi. C'est ce qu'on nous dit. Et on a plusieurs choses pour les enfants qui plaisent aux parents. Ouais. On va transmettre ça au Père Noël. Quelle est la propriété pour pas que ça coupe les doigts? Parce que... c'est la lame qui est aiguisée au bon niveau. Le truc. Mais c'est incroyable comme tout petit, et j'imagine que les vôtres aussi, ils sont, enfin je sais pas si c'est ils sont intéressés, enfin si tu l'amènes dans la cuisine, on a une cuisine ouverte, tu as l'impression que c'est vraiment Disney quand tu prépares la soupe, le machin, c'est les yeux brillent. Et hier en préparant donc le velouté de cresson, puisqu'on partage tout, je vais donner ne serait-ce qu'un cul de poule qui fait un peu de bruit quand tu prends une petite fourchette. 1h30 de tam-tam dans la cuisine, hein, c'est génial, je trouve, de voir les enfants. Et vous, c'est une idée que vous avez eue comme ça ou liée aussi à un parcours de parents, ou c'est une idée que vous avez eue parce que vous êtes, comme moi, une grande enfant? Non, c'est parce qu'on a vu à quel point les enfants étaient intéressés effectivement par la cuisine et en même temps séparés par des barrières, des frictions, des dangers. Le couteau, c'est pas notre premier produit. On a fait les tasses à mesurer avant tout, qui sont très utilisées par les adultes aussi, parce qu'en vrai, c'est... À l'américaine. À l'américaine, c'est une... C'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est des centilitres, des décilitres, etc., on fait des couleurs, Alors plus que des couleurs, on a un univers qui est complètement immersif autour de 5 personnages, même 6, qui ont chacun leur prénom. On ne voit pas très bien, mais on a Elvis le cochon, on a Maurice le chef, on a Carlton le chat, nanana. Et donc, plutôt que de dire à un enfant de 5 ans qui ne sait pas encore lire, ramène-moi 30 centilitres de lait, 20 grammes de farine, tu lui dis, ramène-moi 4 Maurice et puis 2 Carlton. Et c'est hyper pratique. Et les enfants sont beaucoup plus autonomes que ce qu'on imagine, dès 2 ans et demi. Hein. Quelle est la vidéo qui a fait le plus, qui a connu le plus grand succès? C'est des vidéos très simples, mais qui ont un twist. On a une tartine omelette avec une tartine, du pain de campagne qu'on creuse. Au sein du trou, on fait une omelette. C'est très très simple, mais ça a fait 600 millions de vues. Et la recette la plus demandée sur Marmiton? La pâte à crêpes. Mais bon, mais c'est pas, ça montre comme vous. Oui, mais tout le monde en faisant des crêpes se dit, je mets combien d'œufs dans ma pâte à crêpes? Vous mettez un peu de levure un peu de bière, par exemple. Celle qui ressort tout le temps, c'est la recette classique, mais après on propose des alternatives. En tout cas, pâte à crêpes, et après on a pareil ce qui marche mieux, c'est des recettes super traditionnelles. C'est le fondant au chocolat rapide, la quiche lorraine, voilà, c'est ça que, en tout cas, les Français recherchent le plus, ou alors ne savent pas faire la recette et cherchent comment la faire. Alors dans l'art de vivre à la française, il y a la bouffe, et puis il y a le tourisme. Avec toi, il y a Frédéric Bius qui a créé les domaines de Fontenay. Alors on dit le domaine de Fontenay ou les domaines de Fontenay? Parce que... À la base, c'est né j'avais une clause de non-compete, donc de non-concurrence quand j'ai vendu Sandro et Mage.
pendant 1 an. Et avec Guillaume, mon ami depuis 20 ans, et Marie d'ailleurs maintenant, on a décidé d'acheter un vignoble. Et ce vignoble, c'était le domaine de Fontenay, qui est à Loris, au nord d'Aix-en-Provence, juste au pied du Luberon Sud. Et puis finalement, c'était tellement grand que pour 2 et un chien, ça faisait 3000 m² à rénover, ça n'avait aucun sens, déjà pour y vivre, et en plus en termes d'investissement, c'est trop cher. Et les banques nous disaient, il faut un projet commercial. Donc on a dit, on fait un hôtel. Mais l'année d'avant, moi, quand à l'époque, Sandro et Mage, ça faisait 700 millions à peu près, et j'avais dormi 30 nuits chez moi, en 2013. Et donc dans plein d'hôtels, tous plus beaux les uns que les autres, plus parfaits les uns que les autres, sans aucune âme. Donc on s'est dit, on va créer l'hôtel rêvé pour nous, un hôtel très incarné, avec énormément d'émotions et d'âme, et on va le faire à Fontenay. Donc on l'a fait, on a recruté, on n'utilise jamais aucun architecte d'intérieur, on fait tout nous-mêmes, toute la déco est faite par nous, on choisit tout, vraiment, tout ce que vous avez là, c'est nous qui le choisissons. Et on l'a fait de façon très intuitive, avec bien sûr un côté business, mais en se disant on veut que les gens se sentent chez eux et surtout qu'ils aient une vision d'une hôtellerie haut de gamme complètement différente, ancrée dans la nature, ancrée dans les valeurs, à l'époque du slow food, etc. On a conçu Fontenay en 2015. C'est ce que tu appelles l'hospitality post-Covid? Oui, alors c'était pré-Covid à l'époque, mais à l'époque je répétais partout, je disais, pour moi le luxe maintenant c'est plus l'argent, c'est le sens. C'est donner du sens à sa vie, donner du sens à la vie de ses enfants, donner du sens à ce qu'on mange, donner du sens à ses relations, etc. Et on a construit Fontenay autour du sens. Et ce sens, après le Covid, est complètement revenu dans l'actualité parce que les gens ont compris que la vie était courte, qu'il fallait la vivre et que c'est quand même agréable de vivre des choses pleines de sens avec des gens qu'on aime. On a créé Fontenay comme ça, le domaine, et puis ça a bien marché. Et à ce moment-là, on a ouvert à Marseille, on a acheté un hôtel à Osgore, les Hortensias du Lac. Marseille, c'est les bords de mer. On a ouvert 2 hôtels à Minorque, à l'époque où personne ne connaissait l'île. Et puis une autre petite pépite dont on peut parler quand même, c'est le domaine de Primar. Ouais. Alors du coup, c'est devenu les domaines de Fontenay, une collection. Avec chaque un super hôtel chef. a son nom. Et aujourd'hui, la pépite de la collection, c'est le domaine de Primar, qui est à 50 minutes à l'ouest de Paris. Et là, on a racheté donc la maison de Catherine Deneuve, mais on ne l'a su que par hasard un dimanche matin quand on visitait. Vous l'avez gardée dans la maison, Catherine Deneuve, ou pas? Elle est beaucoup venue. Ouais. Et on a acheté cette maison parce qu'elle est pleine d'âme, elle est au bord de l'Eure. Aujourd'hui, on a 40 chambres, c'est un endroit absolument merveilleux. On a fait appel à un chef, Romain Meder. Romain Meder, c'est lui qui a inventé le concept de naturalité au Plaza Athénée. C'est l'apôtre du végétal, c'est un poète. C'est vraiment quelqu'un qui est complètement dans sa tête. Tout est autour de la bienveillance, bienveillance vis-à-vis des équipes et bienveillance vis-à-vis de l'environnement autour de lui. Donc Romain se promène dans les jardins de Primar, c'est 34 hectares. Il ramasse les glands, il fait une farine. Et il va faire une chip que vous allez manger à l'apéro avec des condiments du potager, le potager étant géré par la fondation qu'on a créée. Et en fait, Romain va prendre tout ce qu'il a autour de lui et va en faire une sorte de chemin poétique. C'est pour ça que ça s'appelle les chemins. C'est-à-dire les chemins de Romain dans la nature autour de Primar. Et c'est une expérience gastronomique incroyable. On a ouvert il y a 2 semaines. Et alors, j'ai vu que tu étais en train de transformer toute cette entreprise en entreprise à mission. C'est ce que j'ai. Et avant que tu ailles plus loin, tu as quand même la fondatrice de la loi Pacte qui a créé ces fameuses vrai entreprises à mission. C'est trop bon. Avec Je la fais raison pas d'être. que des veloutés de Cresson. Il m'arrive parfois d'avoir quelques intuitions. Sans être trop technique, c'est quoi une entreprise à mission? C'est quoi la raison d'être d'une entreprise? Ça vient d'être exprimé très justement. En 2019, j'ai présidé une loi qui s'appelle la loi Pacte. Et en fait, on n'avait pas en France de qualificatif pour, je dirais, couronner les entreprises au sens de l'entrepreneuriat, pour qui le sens était au cœur de l'activité, sans mettre à mal la nécessité aussi d'être dans le lucratif. On n'est pas dans le non lucratif, on est dans du lucratif qui fait sens. Et donc vous avez en fait 3 étages de la fusée pour injecter du sens surtout créer un statut qui permette aux entrepreneurs de revendiquer le sens comme vous venez de le faire. Le premier étage de la statue, c'est la raison d'être que vous placez, qui est déjà très fréquente aux États-Unis, que vous placez, recommandation de l'ancienne députée qui l'a portée, plutôt au cœur des statuts, sinon vous le savez en tant qu'entrepreneur c'est cosmétique. Et la raison d'être, c'est un peu l'horizon, et comme son nom l'indique, les valeurs les plus profondes, la valeur la plus profonde qu'il y a au cœur de l'entreprise. Et au-delà de la raison d'être, si vous voulez aller plus loin, et si vous voulez affirmer vos valeurs, il y a aujourd'hui un nouveau statut qui a été créé, qui s'appelle le statut de l'entreprise à mission. C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, décider au sein des domaines d'estimer que l'authenticité ou la véracité de la démarche
en chaque endroit, de l'accueil à la gastronomie, au choix des artisans, de la literie, des chambres, de l'authenticité ou la proximité, l'excellence. C'est aujourd'hui votre mission que de la partager au plus grand nombre, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas très loin de ce que vous avez dit. Et là, vous devez embarquer vos collaborateurs parce qu'il y a un comité de mission en interne avec des collaborateurs, des salariés, et un comité de mission en externe qui va venir vérifier à la fin de l'année que vous êtes en adéquation avec la mission que vous vous êtes assignée. Le but, c'est un peu d'avoir un impact social et environnemental, en plus des revenus économiques. Mais de toute façon, c'est pour le coup ma raison d'être dans l'univers politique. Moi, je viens de l'entreprise et j'y ai passé plus de temps qu'en politique. J'ai fait comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, de développement durable, puis de responsabilité sociale des entreprises. Et puis, il y a un moment, il y a beaucoup de talks et de paroles. Et il y a un moment, il faut des statuts pour concrétiser les actes. Ces statuts en font partie. Et il y aura, dans les années qui viennent, de plus en plus d'entreprises qui vont devoir, aux côtés de leur bilan financier, déposer ce qu'on appelle des bilans extra-financiers et donner à voir leur empreinte pas que financière, mais aussi environnementale, sociale et de gouvernance. Je pense que l'entreprise à mission, c'est important parce que pour nous, ça répond de deux objectifs. Le premier objectif, c'est aligner l'entreprise avec qui nous sommes. En fait, on est bon quand on est entrepreneur, quand on s'aligne et que son projet nous représente exactement. Nous, on a créé Fontenay parce qu'on voulait faire quelque chose de différent. Au même moment, on a créé une fondation qui intervient sur de multiples sujets d'agriculture, de permaculture, qui forme des jeunes agriculteurs à un nouveau travail du maraîchage, etc. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, 70 ou 80% de nos salariés habitent à moins de 15 km de nos hôtels. 50% de nos fournisseurs sont à moins de 50 km. 75% de nos clients ont fait 3 maisons. 52% de notre chiffre d'affaires, c'est des clients réguliers qui reviennent dans chacune de nos maisons. Et donc, on a grandi. On a réussi à créer un système vertueux où on met en avant les jeunes. Donc la promotion interne, c'est la clé. Nous, on refuse le système des franchises, des chefs multi-étoilés qui vont faire les mêmes cartes dans tous les restaurants, que ce soit à Saint-Barth, à Paris ou ailleurs. Nous, on a des chefs qui sont des chefs locaux, qu'on choisit un par un, qu'on va mettre en valeur, qu'on va faire grandir, qu'on va accompagner sur les réseaux sociaux et à l'étranger. Là, on va monter un gros dîner à New York pour Romain Meder de Primar pour qu'il soit connu aux États-Unis. Parce que plus on va donner finalement cette visibilité aux gens qui travaillent à nos côtés, plus ils vont être forts et plus ça va rejaillir sur nous. Et on veut offrir un parcours subjectif qui est le meilleur de l'Europe selon nous. On ne prétend pas réinventer la Terre. Nous, c'est juste notre vision à nous. Puis on essaye de la faire le mieux possible. Tu réinventes pas la Terre, mais tu réponds quand même à l'urgence avec une vision un peu de long terme. Parce que c'est aussi un philanthrope qui a créé The Ivory Foundation. The Ivory Foundation. Ouais, parce qu'à la base, on voulait s'occuper des éléphants, c'est pour ça, mais entre-temps, on a changé. Non, mais j'ai vu que tu avais trouvé quelque chose qui permettait de faire préserver l'ivoire, qui permettait de faire pousser les cultures de 50% avec 80% d'eau en moins. Ouais, alors on en parle assez peu parce qu'on est plus dans l'exemplarité que dans le statement, nous. Donc c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Quand j'ai vendu mes actions Sandro, c'était pas mal d'argent. Et donc la veille de la vente, j'ai fait une donation d'une très grosse partie à une fondation que j'ai créée. Et cette fondation, aujourd'hui, elle travaille sur une nouvelle technique de culture du sol. Et en fait, on a trouvé un moyen, en travaillant avec des gros organismes d'agriculture en France, mais aussi en Afrique australe, un moyen de travailler sur des potagers pilotes en permaculture avec des semences endémiques qu'on fournit et un charbon que l'on fabrique nous-mêmes. On arrive sur 60 mètres carrés à nourrir à peu près 15 personnes avec des rotations de 5 semaines pour changement de culture et une consommation de 80% d'eau en moins. Mais le vrai travail du sol, c'est ça qui à long terme favorise l'agriculture. Voilà, c'est la raison d'être et c'est la raison pour laquelle on t'a invité, qu'on est très fiers de t'avoir ici. Et c'est la raison des touristes du monde entier de continuer à venir en France. Je ne suis pas sûr que ma phrase soit très française, mais elle vient du cœur. C'est cette expérience que vous partagez tous, d'ailleurs, du savoir-faire culinaire, de l'accès à des produits d'exception, à des savoir-faire d'exception. Et puis l'expérience, c'est ce que, là j'ai relancé la semaine dernière, le comité de filière du tourisme, où vous avez tous les acteurs du tourisme. C'est incommensurable, le nombre d'acteurs qui interviennent à partir du moment où un Américain ou un Espagnol pose son pied à Paris. Vous envisagez de livrer en dehors des grandes villes, frontières ? En dehors des frontières, il y a quelques mois, on a rejoint le groupe La Poste qui est très implanté au niveau européen, notamment en Italie, en Espagne, etc. Et j'espère qu'on arrivera à exporter ce modèle-là sur ces territoires qui sont proches de nous en matière de production artisanale, où il y a cette même richesse de producteurs et d'artisans. Ça veut dire qu'on peut faire livrer la maison Véro à Rome ?
Aujourd'hui, pas encore, mais on pourrait surtout effectivement imaginer des échanges. Aujourd'hui, effectivement, on peut se faire livrer les quenelles des Halles-Paul Bocuse à Paris et bientôt aller chercher les produits niçois livrés le lendemain avec Chronofresh. Et l'idée, c'est effectivement demain de multiplier ces échanges entre les artisans et les commerçants qui sont, voilà, ils voyagent. Julien parlait de l'Espagne où il était, et on a tous comme ça effectivement une culture commune autour de l'alimentation, sur le fromage. C'est vraiment la clé, hein. C'est-à-dire, je pense que là, on ouvre en Toscane l'année prochaine et on va faire un vrai agrotourisme complètement immersif, comme on l'a fait à Minorque. On a 300 hectares de terre et à Minorque, on a planté des plantes aromatiques, de la vigne, des orangers, des grenadiers, de l'huile d'olive. Et en fait, on essaye de créer un système assez vertueux. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui les clients, particulièrement après le Covid. Alors nous, 70% c'est des clients locaux toujours, donc du pays où on s'implante, et 30% c'est des étrangers. Et en fait, on s'aperçoit que si on veut qu'ils restent, nous, l'enjeu de l'hôtellerie, c'est que les gens restent 2, 3, 4 nuits. Donc pour qu'ils restent, il faut qu'il y ait des choses à faire, il faut qu'il y ait des choses à manger au sens large, y compris intellectuellement. Et donc on travaille sur des partenariats avec tous les producteurs et tous les acteurs aujourd'hui dans le tissu autour de nous. Et on leur offre des séjours clés en main qui font que les enfants sont occupés, les parents sont occupés ou ont du temps pour eux. On apprend des choses, on mange. Alors bon, nous on a une règle, c'est-à-dire on garde toujours des chambres pour nos clients, même en last minute. Et quitte à en rajouter, on garde toujours une table. Et en plus, on a réintroduit dans tous nos hôtels le goûter, qui est un moment qui est génial parce que vous êtes un samedi, il pleut, vous êtes à Primard et il est 16h. Bon, vous avez le chef qui est là lui-même et qui va vous amener des madeleines toutes chaudes. Vous allez faire des chamallows au feu, vous allez faire plein de trucs avec les enfants ou les adultes. Et ça crée une communauté et on s'aperçoit que les gens discutent tous. Et c'est ça, à mon avis, qui est le meilleur de la France. C'est pas juste le paysage, le produit, etc. C'est vivre le truc. Et quand on a des Américains qui viennent, ils ont des étoiles plein les yeux. Et ensuite, ils vont dans les plus beaux établissements parisiens, et puis ils repartent de l'aéroport, et puis ils s'arrêtent chez La Durée à l'aéroport, parce que quand même, c'est le symbole français, etc. Donc, il y a plein de choses à faire aujourd'hui en France. Alors justement, les Américains et les touristes en général, quand ils viennent en France, ils aiment bien trouver des bonnes adresses. C'est un petit peu le but de cette émission, c'est de partager des bonnes adresses. Julien, oui. Quand tu n'es pas dans ta cuisine, tu vas où ? Partout. Non, mais globalement, super. Merci d'être venu. Non, mais globalement, parisien dans l'âme quand même. Après, même si je suis au quotidien. Les 2 très belles tables que j'ai fait en dehors de Paris dernièrement, j'ai fait l'auberge de la Bonne Idée en Picardie, donc Sébastien Tantou. Bien évidemment, j'en avais entendu parler sur les réseaux, voilà. Et j'ai passé un moment extraordinaire. Saint-Jean-au-Bois. C'est pas très loin d'ici, hein. Je pense qu'on n'a même pas mis 1 heure pour y aller. C'était un vendredi soir, j'ai récupéré ma femme à la sortie du travail, début du week-end. Et donc voilà, en 3 quarts d'heure, on a complètement déconnecté. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est le genre de restaurant où, malgré, je pense qu'il a pour le moment, une étoile. Une étoile, mais... Voilà. Ouais, alors moi, ce qui m'a touché, c'est que, bien évidemment, des grandes tables, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs. J'avais pas projeté, c'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis pas imaginé l'expérience. Dans l'assiette, j'ai vraiment adoré chacun des plats. Il y en a qui m'ont bien évidemment ému plus que d'autres. Après, il y avait vraiment l'ambiance qui était particulière. Beaucoup de services en salle, mais de par les cuisiniers. Donc, ils arrivaient pas forcément avec la veste parfaitement blanche. Mais tout était, des fois, s'il y avait un peu de maladresse, elle était très... C'est moins en poulet, hein, maintenant, les restaurants en général. Oui, mais là, pour le coup, là, c'est vraiment... Parce que chaque plat, je pense qu'il y a au moins les 3 quarts des plats où il y a le service qui était là, omniprésent, mais la cuisine venait en salle nous servir, expliquer. Et du coup, il y avait une atmosphère particulière. Et après, on a eu la chance avec ma femme de boire le café à la fin du service avec le chef, avec Sébastien. Je ne connaissais pas personnellement son histoire. Et qui est très difficile. Et en fait, une sagesse. Je suis parti de là. Donc, comme je te l'ai dit, hein, j'ai pleuré dans la voiture. De ce qu'il m'avait dit, et j'ai été admiratif de comment il avait pu passer outre cette expérience, et au lieu d'être révolté contre la vie, il y avait une certaine
Enfin, il m'a laissé, je me suis dit, mais je me suis senti nul, vraiment nul. Donc une table absolument à faire. Et puis Alexandre Couillon à Noirmoutier. Ouais. Ça faisait des années que je voulais, pareil, tout ce que je voyais passer, on parle de tout ce qui est durable, de sens de sens dans l'expérience dans sa globalité. Et c'est vrai que on a passé un week-end entier, on a séjourné, on a mangé au bistrot de Lise ou d'Élise, je ne sais plus. Bistrot d'Élise. Bistrot d'Élise. Port de l'Herbaudière. Exactement. Et puis le gastro, j'ai adoré. Je pense que j'ai jamais eu la chance de déguster un poisson aussi, je ne saurais même pas dire frais, excellent. En fait, j'ai ressenti un respect pour le produit et une finesse en bouche extrême. Même au Japon, même au sein des cuisines du Bristol, j'ai eu la chance de déguster des plats extraordinaires sur le poisson. Sans vraiment beaucoup d'émotion quand on parle. Non, mais en fait, on est parti et c'est vrai que c'est le genre de souvenir. On y était en plus en famille. Et puis tout a un sens. Tout a un sens. Pareil, on a passé du temps avec le chef à discuter et tout ce qu'il expliquait, j'ai vraiment adoré. Aurélie, est-ce que tu as des adresses à nous? Moi, j'en ai donné une à Paris. J'ai eu l'occasion, pour plein de raisons familiales, d'aller très souvent en Asie, à Hong Kong, quand j'étais plus petite. Donc, j'adore et je suis une fan inconditionnelle d'Adeline Grattard et de chez Yamcha. Et encore plus de la boutique Yamcha avec son mari, le service du thé, les bao. Voilà, ça, c'est une de mes adresses. Bao, c'est une petite farine de blé avec de la viande ou des légumes. Ouais, et elle fait un bao au Stilton, donc au fromage, qui est absolument délicieux. Donc ça, c'est vraiment une de mes adresses préférées à Paris. Et puis après, en plus petite table, parce que je vais plutôt à l'ouest, mais en Bretagne, moi, il y a un resto qui est vraiment un de mes coups de cœur des dernières années. C'est un resto jeune qui s'appelle Comet. C'est 2 restaurateurs, un couple qui s'est lancé là. C'est un tout petit resto, pas beaucoup de tables. Dans quelle ville? C'est à Saint-Lunaire, en Bretagne. Et voilà, avec une carte avec 2 poissons et un plat végétarien ou 2 poissons, une viande, des desserts. Tout est sourcé localement, tout est simple. Tout est fait avec beaucoup de sens et de bienveillance. Et c'est vraiment un plaisir d'y aller. Édouard? Alors moi je suis assez bistrot, j'ai une affection particulière pour chez Georges dans le 2e. Très bien. C'est les valeurs sûres. Hein, Par contre, il ne faut pas de rendez-vous après et la sieste obligatoire. Il faut du temps, c'est tous ces endroits où on retrouve en fait le patrimoine de la cuisine française, toujours très bien exécuté, où on sort un peu du temps. Il y a aussi l'auberge Pyrénées-Cévennes dans le 11e qui est exceptionnelle. On pousse la porte et on a l'impression d'être sur une petite auberge de campagne à 800 km. Mais c'est là qu'ils ont tourné la scène de la Blanquette d'OSS 117. Ah ben, tu vois, je l'ignorais. Mais Thomas, toi, je sais que tu ne vas pas beaucoup au restaurant parce que tu as l'air un petit peu fatigué. Tu travailles beaucoup? On a 3 jeunes enfants à la maison et ça fait 5 ans qu'on n'est pas sortis, en gros. Et donc je me suis marqué des restos qui sont pourtant à 100 mètres du bureau. Et puis au bureau, tout le monde me parle de cuisine toute la journée. Donc, et puis on ne parle pas de cuisine, on parle d'expérience. Donc ils sont tous dans le ton de ce qu'on partage aujourd'hui. Je suis fan du Japon. On a Magma qui a ouvert, dont tout le monde parle, et qui est un bistrot revisité et que j'ai très envie de faire. Chef Ryuya Ono. Je fais le malin, mais j'ai fait mes fiches. J'ai regardé aussi. Donc voilà. Et Ventru. Et Ventru, oui, en face de chez mon frère, que j'ai vu, cette très belle cabane sur le canal. C'est à la Villette. C'est devant la Villette, ouais, sur le canal de l'Ourcq. Et c'est un restaurant tel que décrit sur le site, locavore, bienveillant, avec vue. Et donc il se déplace, c'est une très belle cabane qui se déplace, que j'ai envie de faire. Ouais. Frédéric? Pour moi, j'ai vraiment 3 chefs qui aujourd'hui renouvellent la gastronomie. Donc il y a Romain Méder, on en a parlé à Prima. Il y a le chef de La Bonne Idée, effectivement, c'est extraordinaire. Moi, j'avais ma maison de campagne qui touchait et c'est une expérience dingue. Et il y a Manon Fleury. Manon Fleury, c'est une jeune femme qui doit avoir 32-34 ans, qui est à nouveau la reine du végétal, qui aujourd'hui est en résidence au Perchoir dans le 11e, qui propose un menu fixé, découverte. C'est extraordinaire. Et cette chef, elle est aussi talentueuse que gentille en plus. Elle est extraordinaire. Donc vraiment Manon Fleury. Ce serait bien qu'elle ait rapidement 3 étoiles, parce qu'il n'y en a qu'une en France. Ouais, à part Anne-Sophie Pic, il n'y en a pas d'autres, c'est quand même dingue. Soient un peu plus distinguées. Et Manon, c'est très poétique. Et juste à côté, vous avez Tatiana Lévy au Servant, qui pour moi est toujours une référence. J'aime beaucoup aller au Servant et j'aime beaucoup Tatiana et sa sœur Katia. Voilà. Le mot de la fin?
Alors moi, pour la ministre, toi, tu m'avais parlé d'une auberge. Alors moi, je suis pas une aussi grande spécialiste, je suis ni championne du monde, ni serial entrepreneur de talent. J'ai découvert enceinte, juste avant d'accoucher, l'auberge Nicolas Flamel. Je dois dire qu'il m'a bluffé. Après, étant d'origine historienne, le lieu me paraît dingue. C'est quand même le plus vieux restaurant de Paris, une des plus vieilles bâtisses de Paris. Et je dois dire que l'émotion que j'ai eue sur son riz de veau pané reste mémorable. Et je dois dire qu'il est extrêmement accessible le midi. J'ai vérifié les prix malgré l'inflation. Le menu entrée, plat, dessert exceptionnel est à 64 €, donc je le recommande chaleureusement. C'est une expérience abordable et très jolie. C'est un jeune chef et un jeune papa aussi. Une certaine tendresse aussi. Je partage, j'en ai pas trois, j'en ai qu'une, mais c'est très dur de bosser et d'être parent. Et c'est vrai que dans la froideur de l'hiver dernier, quand j'ai eu ma fille, on essayait, sur les bons conseils de certains de mes amis, de garder peut-être une soirée par mois sans couche, ce qui est une option sympa. Et pendant cette soirée par mois sans couche, on allait à pied, parce qu'on était morts, à un tout petit resto qui est rue des Francs-Bourgeois, qui s'appelle Camille, qui n'est pas du tout étoilé, qui est à l'angle de la rue des Francs-Bourgeois, et où là aussi, vous avez tous les bons plats du terroir français, très accessibles, et une carte qui est très fournie. Donc voilà quelques adresses. Si vous sortez de Paris, ce qui m'arrive peu parce que les déplacements sont rapides et que j'ai peu le temps de déguster, je vous recommande le Grand Monarque à Chartres, où j'ai eu l'occasion de déguster l'œuf de Chartres, qui est remarquable. C'est un très beau lieu, une de ces maisons abordables et vraiment au cœur des territoires. Et il y a des beaux artisans autour, donc des belles matières premières. Et un resto très abordable à Chartres, le Grand Monarque. Et si vous voulez me réinviter pour d'autres restos, c'est avec plaisir, cher Xavier. Il n'y a pas de souci, mais moi je pensais que tu allais nous inviter à la buvette de l'Assemblée. C'est quand même un haut lieu de la gastronomie française. Il s'y passe beaucoup de choses. Alors, je vais vous dire une chose. En vrai, c'était d'abord chapeau aux serveurs et aux serveuses parce qu'ils bossent beaucoup, et notamment jusqu'à 5 du mat, quand on bosse jusqu'à 5 du mat. Et pendant la loi Pacte, où on a fini à 5h15, il m'avait fait des croissants. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que ton mari n'est pas forcément super content quand tu rentres à 6 du le samedi matin. Non pas parce que tu as fait la fête, mais parce que tu étais au Parlement. Et arriver avec leurs croissants était d'une gentillesse sans pareil. C'est moins le lieu de l'éclate parce qu'on y passe prendre un gâteau, une tarte au citron et de plus en plus de Coca Light que de grands vins de Bourgogne. C'est pas ma tendance naturelle, c'est aussi l'arrivée de beaucoup de jeunes et c'est très bien. En revanche, et on pourrait le faire, on a la chance à Bercy d'avoir un chef qui a un immense talent. Et quand on est ministre, comme on est toujours moins longtemps ministre qu'entrepreneur ou qu'autre chose, eh bien, on se rappelle tous les midis la chance qu'on a d'être servi par des grands professionnels. Et je ne vous cache pas que, comme je vous apprécie beaucoup, ce serait de meilleur aloi que de vous convier à déjeuner rapidement à Bercy, un de ces quatre. Mais le ministère de l'économie et le ministère des entrepreneurs que vous êtes tous, donc ce serait un plaisir. Mais ils bossent super bien avec des produits locaux, de qualité, et ils font un travail exceptionnel, toujours avec beaucoup de discrétion, donc c'est l'occasion de leur rendre hommage. Olivia, il ne me reste plus qu'à te remercier et à remercier et bravo tous les entrepreneurs et les artisans qui sont autour de la table. Je pense qu'avec des parcours aussi inspirants, j'espère que ça donnera des idées à certains de devenir champion du monde de pâtisserie, champion de l'art de vivre ou champion du digital et pourquoi pas ministre. Ou ministre, c'est bien. Exactement. C'est moins bien que champion du monde, mais c'est pas mal quand même. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bande de Foot. Vous pouvez bien évidemment nous regarder sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur toutes les grandes plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver toutes nos bonnes adresses sur TikTok, Instagram, Facebook et tout ce qui se partage avec des pouces et des étoiles. À très bientôt. Ciao.